Le 19-20, l'actualité nationale et internationale. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le grand chassé-croisé de l'été, des millions de vacanciers sur les routes, le week-end le plus chargé de l'année. Circulation très dense ce soir et de gros bouchons en perspective demain. Beaucoup de monde également dans les gares. Nous rejoindrons Claudine Gilbert, gare Montparnasse à Paris. Plus de 7000 hectares de végétation brûlés, c'est le bilan des incendies dans le sud-est et en Corse. Avec l'accalmie, les personnes évacuées ont été autorisées à rentrer chez elles. Jocelyn Debro est sur place à Bormes-les-Mimosas, dans le Var. L'affaire du petit Grégory avec la confrontation très attendue entre Muriel Boll et son cousin. Pas de percée majeure dans l'enquête. Chacun est resté sur ses positions. Le grand paradoxe du TGV, de nouvelles lignes, des records de fréquentation cette année et pourtant, 2/3 des liaisons sont aujourd'hui déficitaires. Ce sera le dossier de ce journal. Et puis nous vous emmènerons sur la plage de Royan pour le festival Un violon sur le sable qui accueille chaque été depuis 30 ans des dizaines de milliers d'amateurs de musique classique. C'est donc le début d'un week-end extrêmement chargé sur les routes de France, le plus difficile de l'année, le grand chassé-croisé des vacances, cette expression qu'on n'utilise qu'une fois par an. Des millions d'automobilistes dans les bouchons, le croisement entre juilletistes et haussiens, des images commentées par Bernard Apparis. Patience et prudence, deux mots d'ordre pour les automobilistes qui vont affronter ce week-end. Au programme, un samedi annoncé noir et un dimanche orange. La circulation sera exceptionnellement difficile. Les ralentissements et les premiers bouchons sont déjà au rendez-vous, comme ici sur les routes de Gironde, et pas beaucoup d'échappatoires possibles. Un des meilleurs conseils, bien sûr, c'est d'essayer d'anticiper son départ, rouler de nuit, bien évidemment, tout en respectant des pauses pour la sécurité, éviter l'endormissement. Mais il ne faut pas se leurrer, il y aura beaucoup de monde dès le milieu de la nuit sur l'ensemble des axes routiers. Mobilisation générale également pour les forces de l'ordre, largement déployées sur le réseau secondaire comme sur les autoroutes. On a des dispositifs de contrôle comme celui-ci où l'on a une phase de prévention, c'est-à-dire qu'on va discuter avec les gens que l'on va contrôler, leur remettre la documentation de prévention sur l'ensemble des situations qu'ils vont être amenés à retrouver au cours de leurs vacances et en même temps on va sanctionner les contrevenants qui d'emblée de jeu ne respecteront pas les mesures de prudence imposées. Samedi est considéré comme la journée la plus chargée de l'été 2017. Pour la seule région parisienne, il est attendu 3 fois plus de véhicules qu'en temps normal. Oui, effectivement, les difficultés ont commencé aujourd'hui, mais ce sera bien pire demain avec un samedi classé noir dans le sens des départs par bison futé et des bouchons prévus dès 4 h du matin jusqu'à 20 h, en particulier dans la vallée du Rhône et sur toute la côte méditerranéenne. Beaucoup de monde sur les routes, beaucoup de monde aussi dans les gares, en particulier à Paris, celles qui mènent vers le sud, gare de Lyon et gare Montparnasse, où vous vous trouvez, Claudine Gilbert. Et pour ce week-end de grand départ, des trains supplémentaires ont été mis en place par la SNCF. Oui Stéphane, 2415 trains exactement vont circuler ce week-end sur le réseau français, 650 ici à Montparnasse, à destination et en provenance de l'ouest et du sud-ouest. Jusqu'à dimanche soir, 280 000 voyageurs vont transiter ici. Énorme affluence donc dans les gares parisiennes. Le plan Vigipirate alerte attentat est bien sûr maintenu. L'effectif des chiens renifleurs à Paris a été renforcé. Ce sont eux qui traquent les colis suspects dans les gares. Pour ce grand chassé-croisé de l'été entre les vacanciers de juillet et ceux du mois d'août, la SNCF prévoit d'accueillir 1 million de personnes dans l'ensemble des gares de l'Hexagone. Merci Claudine Gilbert. Et pour tout savoir sur l'état de la circulation en temps réel dans les gares et sur les routes, vous pouvez consulter notre application France Info. Ce matin, un accident de train a eu lieu dans une gare de Barcelone, située en plein centre historique. Un train régional n'a pas freiné à son arrivée, il a heurté un pilier. 56 personnes ont été blessées, dont une grièvement. De nombreux passagers étaient debout au moment du choc. On voit que l'avant du train a été complètement enfoncé sur près de 2 mètres. On en vient maintenant aux incendies dans le sud de la France. Nous ferons le point dans un instant. Mais d'abord, pour mieux mesurer l'étendue des dégâts, voyez ces images aériennes tournées à Bormes-les-Mimosas, dans le Var. 1600 hectares de forêt et de garrigues sont partis en fumée, avec des conséquences sérieuses pour la faune et la flore. Et des images de Frédéric Cerulli, commentées par Joanne Massard. En survolant l'arrière-pays varois, on découvre d'immenses étendues gris anthracite. Les collines boisées de Bormes-les-Mimosas, entièrement calcinées.
Cette maison est miraculeusement intacte. Et pourtant, juste à côté, il ne reste plus rien des pins centenaires. 1600 hectares de forêt décimés, à perte de vue. Autour de la Croix-Valmer, ce site naturel classé est lui aussi dévasté. Dans ce paysage de désolation, même les arbres les plus solides n'ont pas résisté aux flammes. Mais là, on est sur un pin parasol qui doit avoir entre 60 et 70 ans. Un désastre écologique, ce site abritait 6 espèces d'arbres. Pour retrouver la forêt d'il y a 3 jours, il faudra sans doute plusieurs décennies. Les spécialistes déconseillent un reboisement. Quand on veut réhabiliter un milieu, il est urgent d'attendre. Il est clair que dans 10 ans, on ne verra plus forcément, on verra les traces, mais ça ne sera plus rédhibitoire comme on le voit à l'heure actuelle. La faune, elle aussi, est durement touchée. Ces bénévoles recensent les animaux du parc. Parmi les victimes des flammes, cette tortue d'Hermann, une espèce protégée. Après les passages de feu, il y a toujours des individus qui arrivent à survivre, donc il faut les hydrater. Il y a d'éventuels blessés aussi qu'on va ramener en centre de soins au village des Tortues à Carnoul. S'il est encore trop tôt pour dresser un bilan écologique définitif, ces forêts du Var garderont pendant plusieurs années les stigmates de ces incendies. Ce soir, après 4 jours d'incendies ravageurs, les feux de forêt sont globalement maîtrisés, sauf à Artigues, dans le Var. Cette amélioration a permis aux personnes évacuées de regagner leur domicile ou leur lieu de vacances. Et la vie reprend peu à peu. Reportage à Bormes, les Mimosas de Jocelyn Debro et Alex Gohary. C'est une demeure de charme qui donne sur la mer et jouxte désormais une colline entièrement calcinée. Du jardin de Frédéric de Lens, il ne reste désormais plus rien. Tout ça c'est mort, ça repartira peut-être, on ne sait pas. Mais grâce au travail acharné des pompiers, les flammes se sont arrêtées sur le pas de sa terrasse. On a tout le travail de nettoyage, de replantation, mais on se dit qu'on a beaucoup de chance de pouvoir encore replanter et de nettoyer, ça s'arrête là. La propriété même, elle est sauvegardée et à part les odeurs, on n'a pas trop de soucis. Donc encore merci aux pompiers. Vincent, tu termines encore à côté de la haie là. Dans cette famille originaire de Belgique, tous les enfants mettent la main à la pâte. Objectif, tenter d'effacer les traces de cendres et nettoyer encore ce qui peut l'être. Mais ici, tout le monde a encore en mémoire les images d'une nuit de cauchemar. D'abord, on voulait encore faire les sacs, mais puis on a vu que le rouge s'approchait très vite. Tout le ciel était vraiment rouge et on n'a pas hésité. On a pris les chiens, pris les affaires les plus importantes et on était parti. Dans ce contexte marqué par les incendies, cette famille originaire de Picardie a failli annuler son séjour au tout dernier moment. Mais à leur arrivée au camping, ils croisent les pompiers pour le plus grand bonheur de leurs enfants. Là, il est à le feu. J'ai regardé quand même d'autres locations ailleurs, en fait, vers l'Ardèche où ça brûle un peu, où ça brûle pas, quoi. Donc, mais bon. Finalement, vous êtes venu. Voilà, ça fait 30 ans que je viens ici, donc ça aurait été dommage. Pour les commerçants, l'objectif est simple. Il faut rassurer les touristes, notamment étrangers. Oui, tout va bien. La réception est là pour répondre au téléphone, dire que notre outil de travail n'a pas bougé, le cadre est le même et les gens pourront passer des vacances superbes comme ils l'ont toujours fait ici. Les hôteliers de la région espèrent désormais tourner la page à la veille du plus gros chassé-croisé de toute la saison estivale. Et en direct de Bormes, les Mimosas. Nous rejoignons tout de suite Jocelyn Debro. Jocelyn, des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de ces multiples incendies dans le sud-est et en Corse. Et plusieurs personnes ont été interpellées. Oui, bonsoir Stéphane. Au total, 3 personnes ce soir ont été présentées à un juge d'instruction. Parmi elles, il y a 2 adolescents, 2 mineurs âgés de 16 et 17 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir allumé volontairement le feu de carreaux dans les Bouches-du-Rhône. Des allumettes et un briquet ont été retrouvés à l'intérieur de l'un de leurs sacs. La 3e personne interpellée, c'est un ouvrier âgé de 42 ans. Il est lui soupçonné d'avoir involontairement lancé l'incendie de Peigné. C'est également dans les Bouches-du-Rhône. En ce qui concerne le feu de Bormes, les Mimosas où nous nous trouvons, eh bien, les enquêteurs travaillent actuellement sur la piste d'un véhicule aperçu à proximité des lieux du départ de feu. Mais à l'heure où nous parlons ce soir, il n'y a toujours aucune interpellation dans ce dossier. Merci Jocelyn Debro. Une confrontation cruciale cet après-midi à Dijon dans l'affaire du petit Grégory.
Muriel Boll face à son cousin qui affirme qu'en 1984, elle a été frappée par sa famille pour qu'elle revienne sur son témoignage qui incriminait Bernard Laroche. On attendait beaucoup de ce face-à-face, mais au total, chacun est resté sur ses positions. Clément Vérénal. Protégée des photographes, Muriel Boll est arrivée en début d'après-midi au palais de justice de Dijon à bord de cette voiture aux vitres teintées. Peu après, son cousin Germain, qui tient à garder l'anonymat, arrive avec la même discrétion. La confrontation va se dérouler dans le huis clos du bureau du juge d'instruction. Durant plus de 3 heures, chacun est resté campé sur ses positions, mais à l'issue de la confrontation, les avocats de Muriel Boll estimaient avoir démonté les accusations de son cousin. Sur les faits, il est resté extrêmement vague. Très clairement, on a l'impression que c'est un recyclage d'informations qu'il a tirées des médias. Et donc le mythomane a encore frappé, il confirme ses déclarations, mais malheureusement avec d'autant plus d'imprécisions. Les souvenirs de ce témoin remontent à novembre 1984, lorsque Muriel Boll avait accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory. Ce cousin affirme aujourd'hui avoir été témoin à l'époque de violences familiales exercées sur l'adolescente avant qu'elle ne se rétracte. Mais que vaut un témoignage aussi tardif ? C'était tout l'enjeu de la confrontation de cet après-midi. Ce témoin, ça fait la 3e fois qu'il est entendu et qu'il maintient ce qu'il a dit, de façon très, très ferme. On a d'autres éléments dans le dossier, même certains un peu anciens, qui sont en faveur quand même de pression ou de violence sur Muriel Boll. On espérait beaucoup de cette confrontation. La vérité peut-être, ou tout au moins une avancée décisive, mais ce soir, aucun élément nouveau ne semble être intervenu dans le dossier de l'affaire Grégory. Et en direct de Dijon, nous rejoignons Sophie Neumeyer. Alors, après cette confrontation où chacun est resté finalement sur ses positions, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien Stéphane, après cette confrontation qui s'est vraisemblablement déroulée dans un climat très tendu, les enquêteurs vont maintenant procéder à des vérifications sur les dires de chacune des parties lors de ce face-à-face. Et puis surtout, selon nos informations, ils vont mener de nouvelles auditions de témoins dans les semaines qui viennent afin de tenter de confirmer ou au contraire d'infirmer ces pressions, ces violences qu'aurait subies Muriel Boll les 5 et 6 novembre 1984 avant sa rétractation. Par ailleurs, des expertises sont toujours en cours sur les fameuses lettres du corbeau. En tout cas, le procureur général de Dijon l'a répété tout à l'heure. Il ne désespère pas que la vérité éclate plus de 32 ans après le meurtre de Grégory Villemain. Quant à Muriel Boll, elle a de nouveau rendez-vous avec la justice. Ce sera vendredi prochain pour demander sa remise en liberté. Merci Sophie Neumeyer. En Allemagne, une attaque au couteau dans un supermarché de Hambourg. Un homme a tué une personne et en a blessé 4 autres. Il a pris la fuite avant d'être arrêté. On ne connaît pas pour le moment ses motivations. Politique, c'est une nouvelle polémique qui tombe mal pour Muriel Pénicaud, la ministre du Travail chargée de défendre en ce moment la réforme du Code du travail au Parlement. L'opposition lui reproche d'avoir réalisé une plus-value boursière de plus d'1 million d'euros en vendant des stocks options lorsqu'elle était directrice des ressources humaines chez Danone. La ministre dénonce des amalgames et affirme n'avoir rien à se reprocher. Julien Gasparuto. Madame Pénicaud, comprenez-vous... Interpellée à la sortie du Conseil des ministres, Muriel Pénicaud quitte l'Élysée sans un mot. En cause, une plus-value boursière de plus d'1 million d'euros dont elle a bénéficié en 2013. Muriel Pénicaud est alors DRH chez Danone et perçoit cette somme en vendant des stock options à la veille d'un plan social. Au Sénat, les élus de gauche crient au scandale. La ministre répond, très embarrassée. Nous ne sommes pas ici pour des approximations, voire de la démagogie. Il s'agit d'une rémunération décidée des années avant le plan de départ volontaire. À la mi-journée, le porte-parole du gouvernement va même plus loin pour voler au secours de la ministre. Il y a une petite polémique qui est faite sur le moment où elle aurait vendu. Permettez-moi d'être un observateur attentif et de vous dire que ce matin, le cours en bourse de cette entreprise était de 20% supérieur au moment où elle l'a vendu. On peut se dire que finalement, elle n'a pas fait une bonne affaire. Une défense qui passe mal chez les députés de l'opposition au moment où le Parlement examine 2 textes majeurs, la loi travail et la moralisation de la vie publique. Pénicaud est un symptôme d'un gouvernement qui fait une politique pour les riches
par les riches, avec des gens qui ont été à leur service pendant des années. La ministre du Travail a eu un comportement de prédateur antisocial en réussissant à avoir le bénéfice de plus-value grâce à des licenciements chez Danone. Jean-Claude Mailly, de son côté, n'incrimine pas la ministre, mais dénonce un système plus global. C'est légal, oui, bien entendu que c'est légal. Le problème de fond derrière tout ça, c'est le mode de rémunération des dirigeants des grandes entreprises. Muriel Pénicaud était déjà empêtrée dans l'affaire Business France pour favoritisme présumé lors d'un voyage d'Emmanuel Macron à Las Vegas en 2016. Cette nouvelle polémique fragilise un peu plus la ministre du Travail. La reprise de la croissance confirme plus 0,5% au deuxième trimestre, selon les chiffres de l'INSEE. C'est la même croissance qu'au premier trimestre. Au total, elle pourrait atteindre 1,6% en 2017, ce qui est l'objectif du gouvernement. La croissance aussi pour la fréquentation des TGV. Après une année 2016 difficile, il y a eu un nombre de passagers record au premier semestre. Le paradoxe, c'est que 2/3 des lignes TGV restent déficitaires. La SNCF prépare donc un nouveau plan pour sauver le système. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Julien Bigard et Samuel Guibou. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à prendre le TGV. 52 millions de passagers au premier semestre. C'est 8,4% de plus par rapport à l'an dernier. Un record. Verdun à Paris, j'arrive à prendre un billet à 20 €. Et avant ? Avant, c'était beaucoup plus cher, c'était dans les 70-80 €. C'est un super moyen de voyager. Ça ne prend que 3 heures pour faire Bâle-Paris. Et il n'y a pas tous les contrôles de sécurité que je déteste. J'ai pris l'abonnement en février parce qu'il y avait l'abonnement à 1 € pour le mois. Du coup, maintenant, je descends 2 fois par mois au lieu d'une fois tous les 3 mois avec l'abonnement TGV Max. Un bon résultat qui peut en cacher un autre, moins reluisant. 2 lignes de TGV sur 3 restent déficitaires. Exemple Paris-Bordeaux. 80 millions d'euros de pertes attendues ce semestre. Car pour faire circuler chaque train, SNCF Mobilité paye des péages de plus en plus chers à SNCF Réseau, qui entretient les rails. Plus 3,5% chaque année pour Paris-Bordeaux. Une inflation qui s'explique par des prix longtemps restés trop bas, selon ce spécialiste. Ce coût-là est à peu près comparable dans les grands pays limitrophes, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Donc ils ne sont pas exagérés. Ce qui a surpris, c'est qu'ils étaient au début assez bas. Donc c'est effectivement le fait qu'on les a mis au niveau de ce qu'ils doivent être qui surprend aujourd'hui. Pour limiter ces pertes, la SNCF réduit son offre. 10% de TGV supprimés en 5 ans. Une tendance qui alarme la Fédération des usagers. Donc je trouve que ce n'est pas un moment où la fréquentation augmente et où les gens préfèrent le train après une période qui avait été assez difficile quand même pour la SNCF, qu'il faut supprimer des trains. Prochaine ligne dans le viseur, Paris-Genève et Paris-Barcelone. La SNCF pourrait supprimer des horaires si le prix des péages n'est pas revu à la baisse. On en vient à ce qui pourrait être une terrible erreur médicale à Bron, dans le Rhône. Elle a en tout cas coûté la vie à Faustine, une fillette de 2 ans et demi. Il y a 1 an, elle avait avalé une pile au lithium et l'hôpital ne s'en est aperçu que trop tardivement. Le lithium a provoqué des lésions irréversibles. Ses parents vont engager des poursuites. Charlotte Gillard avec Fatima Bouyablan et Laure Crozat. Sur leur écran, Laetitia et Patrick Aberkan font défiler les dernières photos de leur fille. Dans quelques jours, Faustine devait fêter ses 3 ans. Après avoir subi une trentaine d'interventions chirurgicales, l'enfant a succombé le 15 juillet à de nombreuses lésions. 1 an plus tôt, elle avait avalé une pile au lithium. Les médecins ont, selon eux, tardé à s'en rendre compte. Pour moi, je ne vois pas comment c'est possible de louper ça. Je ne sais pas. Je ne veux pas incriminer sans savoir des personnes, là. Mais bon, il y a une évidence, c'est qu'elle avait avalé une pile et que ça n'a pas été détecté. Le 11 juillet 2016, la fillette en détresse respiratoire est hospitalisée dans cet établissement près de Lyon. Le corps médical pense d'abord à une simple bronchite, sans approfondir davantage les examens. Quelques jours plus tard, elle fait une nouvelle crise. La radio révèle la pile plate coincée dans l'œsophage. Mais il est trop tard. Le lithium toxique se répand déjà dans l'organisme de l'enfant. Indiscutablement, il y a eu un retard de diagnostic qu'on ne peut nier. Alors pourquoi la pile n'a pas été vue? Il n'y a bien évidemment pas d'explication.
Elle était visible, elle n'a pas été vue. Nul n'est infaillible. Les parents de Faustine attendent les résultats de l'autopsie avant d'engager une procédure en justice. C'est le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Il a lieu tous les 2 ans à Chamblay, en Meurthe-et-Moselle. Et ce matin, un nouveau record mondial a été battu. 456 ballons de 45 nationalités différentes se sont envolés en même temps. 456, c'est 20 de plus que le précédent record. Et c'est surtout, vous le voyez, un spectacle magnifique. Tous les vendredis, cet été, dans le 19-20, nous vous emmenons à la découverte d'un festival. Ce soir, direction Royan, en Charente-Maritime. Tous les étés, des dizaines de milliers de personnes ont la chance d'écouter les plus grands noms de la musique classique sur la plage. Et ça fait 30 ans que ça dure. Marie Bérurier et Marc Savino. De la musique classique et 50 000 personnes assises sur la plage de Royan pour écouter. C'est l'une des plus grandes salles de concert du monde. Et ce festival, c'est un violon sur le sable. Si vous n'aimez pas la musique classique, si vous n'aimez pas l'art lyrique, si vous n'aimez pas la danse, venez au violon sur le sable, vous y aimerez ce que vous n'aimiez pas avant. Il est 9h du matin et ici tout le monde sait que le secret pour profiter du festival, c'est d'être bien placé. C'est à moins 20, on arrive. Avec les fauteuils. Donc on est les premiers sur la plage. Voilà. Et après, on garde les places pour les amis, Les pour copains, les les copains. amis. On s'installe. On s'installe jusqu'à 22h ce soir. Allez, une petite choquette. Ils sont là pour le petit déjeuner et ils seront toujours là pour l'apéro du soir. Alors qu'est-ce qui peut bien les motiver à ce point? C'est varié, c'est inattendu, c'est que du bonheur. Il y a des gens merveilleux, il y a toujours des artistes, on est complètement éblouis. Et en particulier par ces divas. À L5, elles ont dépoussiéré l'image de la cantatrice. Les divas, elles sont arrivées la veille et les voilà qui sortent de leur hôtel. Ici, les artistes aussi sont dans des conditions pieds dans l'eau. Et ça génère pas mal de bonne humeur. À vrai dire, être ici, c'est une chance incroyable. On est tellement bien accueillis et puis regardez le cadre, c'est juste sublime. Pendant ce temps, le directeur se fait un sang d'encre, car ce jour-là, le temps est plus que menaçant. Des petits soucis ce matin, on va dire. Technique. Ouais. Sur la plage, le public est de plus en plus nombreux et il peut même assister aux répétitions des divas. On va pas, Alex, Jazzy, on va pas étaler la formation. Pour elles aussi, il faut savoir s'adapter au plein air. Il y a des petites contraintes, mais on s'en amuse et ça donne un peu de piment comme ça dans la soirée. Pour François-René Duchable, tout ça c'est plutôt amusant. Moi je suis le pianiste baroudeur, je joue sur l'eau, je joue avec des feux d'artifice, un peu partout, donc j'ai l'habitude. Pour moi c'est la place normale de la musique. Ce soir, c'est la 4e soirée du festival, l'occasion pour un large public de découvrir la diversité de la musique classique. Et pour en savoir plus sur ce festival, un violon sur le sable, vous pouvez vous rendre sur notre site culturebox.fr. Je vous rappelle maintenant 2 des principales informations de ce journal. Le grand chassé-croisé de l'été, des millions de vacanciers sur les routes, le week-end le plus chargé de l'année. Circulation très dense ce soir et de gros bouchons en perspective demain. Un samedi noir dans le sens des départs, selon Bison Futé. Beaucoup de monde également dans les gares. Et puis plus de 7000 hectares de végétation brûlée. C'est le bilan des incendies dans le sud-est et en Corse. Aujourd'hui, c'est l'accalmie. Les vents ont faibli et les personnes évacuées ont été autorisées à rentrer chez elles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Jean-Marc Souamy. Tout le sport et plus belle la vie. À 20h55, l'âge d'or des variétés. Et à minuit 5, le soir 3 week-end présenté par Sandrine Aramon. Très belle soirée à tous et à demain pour le 12-13 et le 19-20. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.